Nous allons commencer la deuxième partie de la sixième journée de la traduction de la Foire du Livre de Bruxelles. J'en viens presque à ne plus savoir compter. Il faut que je passe à la deuxième main, ça devient compliqué. Sixième journée de la traduction qui a pour thème la traduction dans les pays multilingues, puisque la Belgique, forcément, est un pays multilingue et la Suisse, qui va être le pays mis à l'honneur pendant une année complète, donc jusqu'à la foire 2022, est également un pays multilingue. Alors aujourd'hui, grâce à Pro Helvetia, on peut compter sur la présence de Ila Vonda, qui est traductrice. Et je remercie, mais vraiment du fond du cœur, Laurence Rosier, qui a accepté d'animer cette rencontre autour des régionalismes. Alors, Michel Francard m'a appris une nouvelle expression qui était variante géographique, ce qui est quand même encore plus chic. Et évidemment, bien sûr, je remercie Mathieu Avanzi qui professe à la Sorbonne et tout ce beau monde va réfléchir sur les régionalismes et les variantes géographiques. Oui, donc je suis très honorée d'animer donc cette table ronde et j'essaierai d'avoir donc des questions pertinentes. J'ai essayé de faire en sorte qu'on allie des réflexions de linguistique large, tout public, à des questions de créativité et de littérature. Là, j'ai trouvé une citation de votre part où vous dites « J'aime travailler la langue, suivre ses méandres, affronter l'impossible ». J'aimais beaucoup cette citation par rapport à ce dont on va parler ici. Michel et Mathieu, vous avez beaucoup de points communs et je retiendrai, Mathieu, ton atlas du français de nos régions qui a fait un buzz, comme on dit aujourd'hui. Toi-même, tu fais souvent le buzz parce que tu aimes bien titiller sur les réseaux sociaux les gens à propos de beaucoup de choses, mais notamment des régionalismes. Michel, je ne vais pas rappeler toute ta brillante carrière, mais je voulais mettre en avant aussi que tu étais soucieux de ces questions qui intéressent la société et c'est pour ça, je pense aussi que tels les grands chroniqueurs linguistes comme Marcel Cohen, par exemple, tu animes une chronique savoureuse dans le journal Le Soir, où je sais que l'expression « mettre ses frites dans le même paquet », c'est une expression que tu aimes bien. Alors, je vais commencer tout de suite et pas être trop babelaire, en vous posant une question large. Les régionalismes sont-ils des mots comme les autres ? Je dirais, d'une certaine manière, ce sont des mots comme les autres, dans le sens que les gens qui les utilisent ont appris à parler comme ça. C'est-à-dire que l'enfant qui apprend un régionalisme, il ne se pose pas de questions. On lui a appris, ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça on dit comme ça. Et dans cette mesure-là, subjectivement, c'est des mots comme des autres. Oui. Michel ? Oui, on pourrait redire ici une phrase entendue en d'autres circonstances, c'est que personne ne parle le français régional. On parle le français, et pas le français régional. Alors, si on va aller un tout petit peu plus loin, on peut aussi peut-être proposer déjà une première distinction qui me semble intéressante. C'est que parmi les régionalismes, il y en a de deux grandes catégories. La première, ce sont ces mots régionaux, mais le mot régionalisme est à investiguer bien entendu, mais ce sont des mots de dénomination qui sont spécifiques à un pays ou à une région, mais pour désigner des réalités qui, elles, n'ont rien de spécifique. Ça, c'est une première catégorie. C'est des régionalismes linguistiques, si vous voulez. Si par exemple, je veux désigner le premier magistrat d'une municipalité, je vais, selon l'endroit où je me trouve, parler de maire en France, de syndic en Suisse ou de bourgmestre en Belgique. Si je veux vous donner un adjectif numéral qui correspond à 7 fois 10 unités, bien, je vais dire 70 dans certains endroits et 70 dans d'autres. Ça, c'est une première catégorie.
Alors, il y en a une seconde, ce sont des particularismes de régions, de pays qui non seulement sont linguistiquement spécifiques, mais qui désignent alors également des réalités spécifiques. Donc, qui n'a pas eu la chance de goûter des cuberdons en Belgique ou bien du Waterzooi, bien est privé d'une expérience de vie importante. Mais voilà, on a exactement le même type de mots lorsque on note bouillabaisse, houmous ou poutine, par exemple, dans un dictionnaire comme le Robert. C'est aussi dans cette catégorie-là qu'on met tout ce qui est le vocabulaire administratif, juridique. En Belgique, quand on parle de commune à facilité, on a là une réalité qui est spécifique à la réalité institutionnelle de notre pays, et donc la dénomination l'accompagne, et bien d'autres exemples encore. Mathieu? Oui, moi je compléterais rapidement en disant que les régionalistes, souvent on a l'impression, enfin on sait qu'ils ne sont pas forcément conscients, donc il y a des mots qu'on pense que tout le monde les utilise, mais finalement il n'y a qu'une petite partie de la francophonie qui les utilise. Et c'est en ça que finalement les régionalistes font partie du français, parce qu'il n'y a pas toujours une conscience derrière avouée. Hein. Donc souvent c'est quand on déménage ou quand on se confronte à quelqu'un qui ne vient pas de la région d'origine ou de cette région-là qu'on se rend compte, ah mais tu ne dis pas cette expression ou tu ne dis pas ce mot. Et ça donne souvent des situations marrantes, voire comiques, quoi. Alors, donc, on voit déjà qu'il y a les questions, en effet, d'apprentissage, hein, d'acculturation familiale, des questions qui évoquent… Alors, on a déjà parlé de nourriture, et c'est vrai que quand on pense régionalisme, on pense terroir aussi. Et puis, la question des statalismes que tu as évoqué, Michel, comme la question, en effet, de l'identité. Tu as dit, Michel, tu as employé le terme « parler », évidemment. Et la deuxième question que j'avais, c'est les régionalismes nous apparaissent davantage attachés à l'oralité. Est-ce que ça veut dire évidemment que, pourtant on les écrit bien entendu, mais et avec ce qui va avec, c'est-à-dire ce qui est oral, c'est plutôt populaire, et les conséquences en littérature, est-ce que les régionalismes apparaîtraient liés à un certain style parlé en littérature? Et on sait très bien que, à nouveau, quand on parle de style parlé en littérature, c'est toujours un parler qui serait celui des paysans, des paysannes, hein, des ouvriers, donc de nouveau lié à une imagerie qui serait plutôt populaire. Qui veut saisir cette balle où je vais vers quand même la littérature avant d'aller vers la traduction aussi. Alors moi, je veux bien commencer. C'est vrai que les régionalistes sont associés souvent à des niveaux de langue qui ne sont pas des niveaux qu'on considère comme élevés. Et c'est vrai également que quand on les trouve dans la littérature, c'est souvent de la littérature qu'on caractérise de régionale ou de régionalisante, mais il y a des très bons textes. Enfin, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, notamment en Suisse de Ramu, qui utilise beaucoup de régionalisme. On en trouve aussi chez Jean-Jacques Rousseau. Et d'ailleurs, une des premières attestations de Chalet, par exemple, c'est chez Jean-Jacques Rousseau, et le terme est passé dans le français général. Donc c'est vrai qu'il y a ce mauvais caractère, enfin disons ce caractère plutôt péjoratif associé au régionalisme. Mais je me demande si, enfin, pour reposer une question, s'il n'est pas plutôt associé à une certaine littérature qu'on ne considère pas comme de la littérature standard. Mais si on prend de la littérature québécoise, par exemple, il y a énormément de régionalisme. Et voilà, après, tout dépend aussi du point de vue duquel on se place quand on observe ces régionalismes. Oui, tout à fait. Ila? Oui, je pense, c'est assez subtil, parce que moi, j'aime pas trop comment dire, cataloguer tout de suite une littérature comme étant paysanne ou bien peut-être moins littéraire, parce que par exemple Jean-Pierre Rochat, que j'ai traduit à plusieurs reprises, c'est un paysan, c'est vrai, c'est un paysan qui écrit, mais c'est un paysan qui a aussi une voix assez particulière, très travaillée, une langue très travaillée, mais qui est bien sûr où on trouve beaucoup de régionalisme, ou même pire que des régionalismes, des idiosyncrasies parfois. Et ça donne bien sûr aussi toute une atmosphère, tout un parfum à ces textes que la traduction ne doit pas effacer. Mais oui, bien sûr, quand je parlais de… J'utilisais les étiquettes des autres, hein, je n'ai évidemment… oui.
voilà, c'était par rapport aux imaginaires, bien sûr, mais Je trouve bien, par parenthèse, que ce mot oui, régionalisme est très ambigu et qui ne convient pas toujours aux situations, hein. Donc, oui. tout d'abord, c'est très vrai qu'il y a une association qui se fait dans le grand public entre régionalisme et populaire, hein. Donc, les premiers travaux qu'on a fait avec mon équipe sur les listes de belgicisme, c'était vraiment un travail qui consistait à séparer justement ce qui était populaire et qui était largement répandu dans toute la francophonie et ce qui était plus spécifique à des régions ou à des pays. C'est vrai aussi qu'il y a une autre manière de les concevoir et qui est de les considérer comme étant des sortes d'héritage des anciennes langues romanes en Wallonie, par exemple, qui étaient parlées. Un de mes collègues, Pierre Rézeau, parle très joliment de fond de terroir. Mhm. En réalité, quand on regarde de près, si je prends le cas des belgicismes, par exemple, ces catégories-là, c'est-à-dire ce qui peut venir des anciennes langues romanes, le wallon, le picard, ce qui vient du fond roman, donc des archaïsmes, c'est une partie qui est beaucoup moins importante qu'une autre partie, qui est une partie d'innovation. Donc le français en Belgique, fondamentalement, ce sont des innovations. Quand je crée GSM, j'innove, bien entendu, comme une facilité, j'innove aussi. Et donc, la partie, disons, régionale là-dedans, elle est extrêmement limitée. Ce qui fait que quand vous avez un écrivain comme Simenon, par exemple, eh bien, on constate que d'une part, il y a des belgicismes qui n'ont absolument rien de régional, qui sont partout en Belgique aujourd'hui. Par contre, il y a alors des régionalismes de la région de Liège qui sont utilisés par Simenon, dans Pédigré par exemple, parce que ça lui sert à évoquer de plus près le milieu de son enfance. Donc voilà, c'est un peu tout cela. Donc quand on parle de variation régionale, ce sont à la fois des dimensions très très locales parfois, mais aussi à l'échelle de pays, et même plus que d'un pays, hein. C'est parfois presque toute la francophonie, sauf le centre de la France. Oui, tu as dit beaucoup de choses. Je ne sais pas, Mathieu, tu veux ajouter quelque chose ou Non, non, je pensais en fait à Aimé Césaire quand j'ai entendu la notion d'idiosyncrasisme qui avait été proposée par Hila. Et c'est vrai qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des créolismes et il y a énormément d'idiosyncrasisme qu'on retrouve que chez lui. Et je me demande bien, enfin voilà, les problèmes après de dater et de comparer et de documenter l'origine de ces phénomènes-là. Ah, justement, tu as lâché le mot que j'attendais, qui était dans ma question suivante, sans que ça soit préparé, puisque j'avais pensé au créole, évidemment, en disant, voilà, les régionalismes peuvent être intégrés à la fois dans des situations de bilinguisme, trilinguisme, on va dire aussi de cohabitation plus ou moins pacifique, mais aussi des situations de diglossie. Et est-ce que ces situations sociolinguistiques diverses influencent les emplois classiques, les emplois de tous les jours, et les emplois littéraires, parce qu'évidemment, tu as parlé d'Aimé Césaire, je pensais à la créolisation, et où là, on peut avoir évidemment des tensions, comme au Québec aussi, hein, sur voilà, ceux qui défendent le joual, par exemple, et d'autres qui sont opposés. Voilà, par rapport à ces situations qui, en fait, influencent, on est dans le domaine de la sociolinguistique, influencent les usages. Michel, tu veux peut-être commencer? Oui, là, je ne sais pas si… Je suis mal placé pour évoquer ce problème-là avec des références littéraires, parce que je n'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Tout ce que je peux peut-être préciser, c'est que ces questions de diglossie que Laurence, par exemple, vient d'évoquer maintenant, se passent sur des marchés linguistiques différents. Donc, je crois que quelqu'un qui a conscience, parce que Mathieu l'a bien rappelé, il faut avoir conscience d'un régionalisme pour en user comme d'un régionalisme ou comme d'un particularisme. Les personnes donc, qui en ont conscience savent bien qu'il y a des latitudes sur des marchés plus restreints qu'on ne se permet pas lorsque l'on est sur un marché plus officiel. Donc ça vaut évidemment pour les textes également. Donc il n'est pas du tout, il ne faut pas être schizophrène pour penser qu'on peut très bien en Belgique se donner du 70 et du 90 et puis passer la frontière avec la France, utiliser le 70 sans que ça ne pose de problème. C'est en fait parler plusieurs variétés de langues, hein. C'est tout simplement un exercice qui s'applique à la variation géographique comme elle peut s'appliquer à de la variation sociale, évidemment. Oui, peut-être je pourrais ajouter là quelque chose. Oui. C'est justement
une problématique qui se pose quand on fait un livre en se disant, ben alors, quel est le public qu'on pense pouvoir joindre avec ce texte-là? Par exemple, Jean-Pierre Rochat, qui est quand même un auteur suisse, qui est plutôt peut-être, dont le public est plutôt restreint à la Suisse. Moi, je me suis permise de garder des régionalismes ou de reprendre des régionalismes allemands que je n'aurais pas utilisés si on avait pensé que le public devait être élargi vers l'Allemagne. Ça, c'était le cas dans un autre livre que j'ai traduit de Marius Daniel Popescu, Les couleurs de l'hirondelle. Et là, il y a eu un truc assez drôle, parce que là, j'ai toujours essayé de garder un tout petit peu quelque chose de suisse, également, parce que c'est un auteur qui est roumain, mais qui vit à Lausanne, et qui a donc, il y a toute cette atmosphère suisse qui se reflète également dans son texte. Et en même temps, on s'est dit, ce livre-là, il pourrait avoir un public en Allemagne. Et alors, on a bien regardé et on s'est trouvé devant une situation où c'était assez drôle parce qu'à un moment donné, on parlait de poivrons. Et puis moi, j'ai dit, alors il a fait une salade de poivrons. Alors moi, en bonne Suisse, j'ai mis un pepperoni-salade. Et j'ai regardé ça avec un collègue qui habite en Allemagne et il m'a dit, mais les Allemands, ils voient ici du Pfefferschoten, des paprikas, enfin, non, c'est même pas des paprikas, comment ça s'appelle en français? Je n'arrive plus à le sortir tout de suite. Les piments. Les piments. Ils voient des piments, des pepperoni, alors ils se disent, mais on ne peut pas manger ça en salade. Donc, là, on a décidé de prendre le terme allemand, qui est d'usage en allemand, parce que sinon, là, ça aurait porté quand même à confusion. C'est toujours difficile de savoir, enfin, de la part des situations de diglossie ou de contact de langue sur l'utilisation des régionalismes. Et c'est vrai que il y a aussi la question du récepteur ou du public cible qui va faire qu'on utilise plus ou moins de régionalisme. L'autre jour, je lisais un roman québécois de France Martineau, vous la connaissez, elle est sociolinguiste, et j'étais étonné du français standard, enfin disons qu'il y avait très très peu de régionalisme québécois à l'intérieur de ce livre, et je me disais, est-ce que c'est parce qu'elle avait visé un marché international, parce qu'elle est vraiment, enfin, en vivant à Ottawa, elle baigne vraiment dans le bilinguisme, et donc, voilà, c'était très accessible par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un roman québécois. Donc voilà, je pense que ça comme Hila le disait, ça dépend vraiment de la réception, enfin, du public qu'on vise, quoi. On pourrait également, dans le même fil, évoquer ici le fait que certains régionalismes fonctionnent de manière purement emblématique et que finalement le succès de certaines œuvres n'est pas que ces œuvres miment de très près la réalité linguistique d'un pays ou d'une région, mais que l'auteur donne une série de signaux qui fait que quelques mots suffisent pour donner une atmosphère ou pour donner une couleur belge. J'ai récemment regardé d'un peu plus près une pièce qui en Belgique est archi célèbre, qui est le mariage de Mademoiselle Beulemans. Tout Belge qui se respecte a dû la voir au moins une fois dans sa vie. Et sans doute, cette pièce doit une partie de son succès à deux choses. Le premier, c'est évidemment le jeu des acteurs qui surjouent même l'accent bruxellois, alors que certains n'ont rien de bruxellois, mais ils surjouent même l'accent bruxellois et font porter l'attention sur quelques termes de Belgique très bien choisis. Mais par ailleurs, il est évident que ce n'est pas du parler bruxellois. Et donc, le texte est tout à fait intelligible. Il était intelligible à Paris, ce qui a fait le succès de la pièce d'ailleurs. Donc, les auteurs peuvent aussi jouer là-dessus et on laisse passer alors les belgicismes, dans ce cas-là, ou les régionalismes pour leur valeur emblématique. Mais à nouveau, ce sont des régionalismes conscients. Ce que les éditeurs traquent, c'est parfois des régionalismes qui ne sont pas conscients, pour reprendre la distinction que Mathieu évoquait au début de la rencontre.
Alors Michel, tu as parlé d'atmosphère. Ah, C'est vrai qu'on parle souvent d'atmosphère locale et qui est emblématique. Je pense il y a quelques années, à Paris, ils ont remonté les pièces de Marcel Pagnol sans l'accent provençal et ça avait choqué parce que cette coloration locale qui, je pense, avec la question de la prononciation, hein, relève globalement des particularités régionales, il y a une attente du public et je pense parfois qu'elle est un peu contradictoire. C'est-à-dire, on vient de voir ici la diversité des dénominations qui fait que l'idéologie du mot juste, auquel on croit beaucoup, hein, socialement, on voudrait qu'il y ait un mot pour désigner une réalité. Les gens qui critiquent le politiquement correct vont dire ben, c'est pas ce mot-là, il y a un mot pour désigner les choses de façon triviale et qui est juste. Alors que les régionalismes, au contraire, nous montrent une diversité et une richesse dans les différentes manières de nommer. Pardon, oui, c'est ça. Enfin, merci d'avoir rappelé ce remix de Marcel Pagnol. Il y a une étude qui était sortie dans JFLS justement sur ce qu'ils avaient gommé en termes de traits phonétiques. Et donc, l'auteur s'était basé sur comparer les deux textes. Et c'est vrai qu'il y avait tous les E muets qui avaient sauté dans la version remixée. Et c'est vrai que ça enlevait une certaine, ça enlevait vraiment l'esprit qui y avait derrière. Et il y a vraiment des changements qui se font. L'autre jour, j'écoutais même des chansons d'Edith Piaf qui étaient chantées actuellement. Et le R n'est plus du tout vibrant comme il l'était à l'époque. Et on voit des évolutions comme ça qui dénaturent pas l'original. Mais voilà, on voit comme ça peut changer, enfin, comme on peut sortir les éléments, on leur ôter, si on veut, leur caractère un peu régional, quoi. De toute façon, pardon, Non, non, allez-y, là, allez-y. ce qu'on peut voir aussi dans cette situation-là, c'est que la traduction, elle crée quelque part toujours un niveau de langue un peu artificiel qui doit sembler naturel. Parce que justement, si vous avez un texte qui est piqué de régionalisme et que vous voulez le faire comprendre, ou bien qui est piqué d'allusions que ne comprendront que les initiés, alors vous ne pouvez pas rester sur exactement les allusions que ne comprendraient que les Bruxellois, disons, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez passer un petit peu outre, si vous voulez élargir un petit peu vos frontières, il faut faire quelque chose qui est un mélange qui n'existe nulle part, sauf peut-être dans la traduction. Oui, c'est un peu comme le style parlé, hein, quand on parle du style parlé de Céline, qui mêle des subjonctifs imparfaits avec des mots argotiques. C'est clair que c'est de nouveau un imaginaire assez dominant, en fait. C'est-à-dire on maîtrise un peu tous les registres valorisés. Et donc, il y a en effet une construction dans le cadre de la traduction. Une question que je me Oui, pose, vas-y Michel. Oui. une question que je me pose et que donc je pose aux personnes qui sont spécialistes en traduction et qui sont donc des passeurs de culture. Est-ce que ce n'est que les mots qui vont permettre, est-ce que ce n'est que le travail sur les mots régionaux qui vont faire qu'un texte, après traduction, restitue de manière relativement proche, relativement fidèle, tout un climat, tout un contexte, sans romantiser les choses, bien entendu. Ila, je pense que vous êtes la bonne personne en tant qu'éminente traductrice littéraire. C'est vrai que j'aime bien ce mot climat, parce que ce qu'on voit aussi toujours quand on traduit, quelque part, bon, on peut prendre un mot et puis on peut dire, voilà, c'est l'équivalent qu'on a choisi, ou bien c'est juste, ou bien c'est un peu libre, etc. On peut toujours être d'accord ou pas d'accord parce que il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Mais moi, ce que je ressens comme quelque chose d'important dans une traduction, c'est qu'elle restitue un climat. Et le climat, il n'est pas lié ni à un mot seul, ni à une phrase précise. Il peut y avoir certaines
déviations. Moi, je fais partie de celles qui essayent de les minimiser, ces déviations. Je suis du genre un peu qui veut être fidèle. Mais c'est l'ensemble après qui est décisif, à mon avis. Oui, par rapport justement, si je peux enchaîner, vous parlez du climat, et j'ai vu que dans les théories en traductologie, on opposait par rapport à ces questions de régionalisme, d'un côté le dépaysement ou la domestication. Hein, et que, bon, quand même, beaucoup de théoriciens de la traduction se sont plutôt prononcés en faveur du dépaysement en disant ceci, dans la mesure où il force le caractère étranger du texte à refaire surface. Et je trouvais que c'était intéressant. Bon, je découvrais. Et dépaysement, domestication, il y avait là quelque chose qui me semble porteur, en tout cas dans la réflexion. Oui, on a aussi souvent fait la comparaison entre celui qui reste le plus près de la langue de départ et l'autre qui tire le texte le plus vers cette langue d'arrivée dans laquelle il travaille. Et moi, je pense que justement, peut-être, il y a un changement aussi à travers le temps, parce que je me souviens encore qu'on avait regardé les premières traductions vers le français de Robert Walser, et là, c'était un français qui était bien lisse, qui était bien académique, où nous, alémaniques, nous ne retrouvions pas l'aspérité, les côtés un peu étranges que Walser a même dans sa langue d'origine. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine ouverture, une écoute qui se fait, qui accepte des variantes, différentes variantes des langues régionales ou nationales. Par exemple, en allemand, vous avez l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse allemande, qui ont des variantes parfois incompatibles, mais on est beaucoup plus libre aujourd'hui qu'il y a encore 40 ans, je dirais. Par rapport au régionalisme, et là ça s'adresse peut-être un peu plus aux linguistes qui sont là, on a parlé tout à l'heure du lien avec l'idée, bon, les régions, du coup dans nos imaginaires c'est plutôt en effet la campagne, les villages, la ruralité. Or, on a aussi une urbanité et des régionalismes, je dirais, qui seraient liés aux villes. Est-ce que la dimension multiculturelle des villes, par exemple, influence aussi je sais que Michel, notamment, tu as écrit sur Bruxelles, hein, qui voilà, se fait se rencontrer toute une série de ce qu'on met, je mets des guillemets, de régionalisme ou de variantes plus locales, mais aussi transnationales. Est-ce que justement le mot régionalisme ne paraît pas à ce moment-là trop restreint par rapport à une diversité qui peut aussi naître des particularités de la ville, avec d'ailleurs la scission en sociolinguistique. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une sociolinguistique urbaine, et puis il y a la sociolinguistique des régionalismes, donc comme si institutionnellement il y avait eu des développements différents également. Oui, je crois qu'il faut éviter en tout cas de trop catégoriser les choses et de les rendre étanches. Je crois qu'au contraire, les frontières sont très poreuses entre tout cela. Ce qu'on observe, ce sont des usages, d'accord ? Que ces usages, à un moment donné, on peut constater qu'ils sont préférentiellement liés à une stratification sociale plutôt qu'à une stratification géographique. Bon, mais ça, ce sont des constats qu'on peut faire. Les mécanismes sont toujours là. Les mécanismes, ce n'est pas comme pour des traducteurs des mécanismes de domestication ou de dépaysement nécessairement, mais c'est plutôt des mécanismes de connivence, donc de création d'identité, parce que les gens se retrouvent autour de ces usages linguistiques qui sont ceux de leur quartier, qui sont ceux de leur groupe social, de leur réseau, etc. etc. Et donc, effectivement, pour bien d'autres raisons encore, mettre tout ça sous l'étiquette de régionalisme, c'est extrêmement approximatif. Il est peut-être un peu restrictif, mais
Pour compléter un peu, je dirais que ça dépend des villes. Si vous avez des régionalistes qui se retrouvent dans une ville comme Lyon ou comme Bruxelles, bah, il y a de fortes chances qu'ils y restent avec les mouvements entre le centre et les périphéries de la ville ou de la région. Donc il y a tout un tas de régionalisme lyonnais, au même titre qu'il y a des régionalismes liégeois qui s'étendent dans toute la province. Et puis j'ai remarqué là récemment sur le français de Paris, puis on en a encore beaucoup parlé avec les chanteuses, les jeunes chanteuses, qui ramènent des régionalismes, donc des mots qui sont régionalisants en Afrique, enfin ou dans les pays francophones d'Afrique, et qui finalement se retrouvent dans l'argot des jeunes et qui viennent du coup se dérégionaliser en France. On l'a vu avec Sanjaye, donc c'est Aya Nakamura, je crois, sans faire d'erreur, qui a un mot finalement qui a été utilisé en Côte d'Ivoire, et là on l'a encore vu l'autre jour avec un mot très très vulgaire, je m'excuse du coup par avance, mais qui est le mot dévierger, qui était dans l'argot très ancien Paris, fin du 19e, qui est sorti des usages en France, mais qui a continué sa vie, si j'ose dire, dans les pays africains francophones, et qui est revenu par l'intermédiaire de l'argot des jeunes à Paris, et qui du coup se dérégionalise. Donc vous avez aussi ça montre aussi que la notion de régionalisme, c'est aussi quelque chose de très fragile, quoi. Et je voudrais signaler que ce genre de phénomène n'est quand même pas nécessairement réservé à de grandes métropoles urbaines. À nouveau, pour parler d'une situation que je connais un peu moins mal, mais quand on voit par exemple ce que l'immigration italienne a donné chez nous dans les mines, on voit que toute une série de mots de vocabulaire en fait ont été amenés de cette manière-là, et en italien, notamment Scarpa, pour donner un exemple que beaucoup connaissent. Et donc, à ce moment-là, ça entre à l'intérieur des usages, et ça ne sont pas des régionalismes de la région, évidemment. D'accord ? Ils ne deviennent régionalisme, particularisme, que parce qu'ils ne s'étendent pas au-delà, dans ce cas-ci, du sillon Sambre-et-Meuse. Mais d'ailleurs, je pense que le régionalisme, entre guillemets, littéraire, va aller vers une dimension transnationale. Hein. Je pense que certains d'ailleurs parlent des formes européennes de la couleur locale, et donc on est beaucoup plus dans des questions de mélange dont parlait Mathieu, que dans une vision étriquée, on va dire, des régions, qui parfois se fait au niveau politique malheureusement, mais qui n'est pas du tout dans la pratique linguistique. Ila, vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je trouve que c'est assez beau de penser que s'il y a des mélanges de plus en plus qui se font comme ça, il y a aussi toute une coloration, toute une, comment dire, une saveur que prennent les textes à travers ces apports qui sont un peu comme des épices qu'on met dans un plat. Et plus on est prêt à accueillir certaines choses qui viennent d'ailleurs, plus on est enrichi aussi au niveau des textes. Maintenant, il y a toujours, par exemple, quand on fait une traduction d'un auteur, il y a toujours cette mesure à trouver de combien, par exemple, de régionalisme ou de particularité on garde, combien d'étrangeté on garde, et combien d'ouverture on fait par rapport au lecteur pour ne pas trop le rébuter, quoi. Oui, j'aime bien que vous utilisez le terme étrangeté, parce que pour moi, au début, quand je pensais régionalisme, je pensais par exemple à Barbet d'Aurevilly, qui met des régionalismes de la région normande, je pense, dans son œuvre, mais qui les met entre pincettes, comme on dit, c'est-à-dire des italiques, où on les met un peu, parce qu'on n'est pas sûr que ça puisse appartenir à la langue littéraire à ce moment-là. Il y a une espèce de dualité en voulant mettre en avant, mettre à l'honneur, et en même temps montrer que est-ce que la littérature va accepter pour un narrateur ou une narratrice d'utiliser ces mots-là. Du coup, j'avais une réflexion sur la traductabilité, évidemment. C'est une hypothèse d'après les lectures, c'est qu'en fait, on ne pourrait jamais traduire d'un point de vue littéral, parce que ces régionalismes et ce qu'on met là-dedans, ils connotent, alors tous les mots connotent, mais il y en a plus qui connotent plus que d'autres. Ils connotent par exemple des mouvements de révolte, de subversion, d'humour, tu as dit Mathieu, de créativité, ça c'est Michel, ou parfois de conservatisme, ou de rusticité, ou d'authenticité, ou de terroir. Donc ce sont des mots qui, au-delà du simple mot,
ont une puissance d'évocation des univers, mais d'où vient évidemment, on peut à la fois caractériser un personnage comme étant très libre, presque comme avec son idiolecte, et qui serait à ce moment-là, voilà, plutôt du côté de l'émancipation, ou au contraire des personnages qui seraient taxés de conservatisme parce qu'ils restent attachés, hein, avec cette idée que c'est des archaïsmes, mais Michel nous a dit que non, à quelque chose qui relèverait de l'ancien, quoi. Et donc, cette puissance de la connotation, il me semble que c'est un bénéfice, mais c'est une difficulté peut-être pour les traducteurs et les traductrices. Ben, il faut toujours aussi penser que chaque mot que vous prenez dans un espace culturel et linguistique, vous le transposez dans un autre espace culturel et linguistique. Et donc, si vous traduisez ce terme, il faut que la résonance dans le lecteur ou dans le récepteur, elle puisse être un peu semblable. Donc, parfois, d'être trop fidèle peut porter à confusion parce que la réaction ne sera pas du tout la même. Bon, par exemple, avec Jean-Pierre Rochat, j'avais le problème aussi d'un certain parler qu'il avait un petit peu grivois quand il parlait des femmes. Et là, j'ai constaté que en transposant ça en allemand, j'avais un problème de soit devenir un peu trop prude ou bien tomber dans quelque chose qui était ressenti comme vulgaire. Et là, c'est de nouveau quelque part un artifice qu'on doit choisir pour rendre la même résonance, disons, auprès du public. Chez moi, ça a même mené à la décision qu'on a prise avec l'éditrice de garder le terme de nana pour femme, parce que tout ce que j'ai pu trouver en allemand, Tussi ou des choses comme ça, ça avait des connotations qui ne correspondaient pas. Alors j'ai préféré garder carrément l'étrange et l'étrangeté au lieu de donner une connotation qui était trop inappropriée. Mathieu, peut-être sur cette puissance de la connotation, il me semble que quand tu as des discussions parfois un peu chaudes avec certains défenseurs des régionalismes, il y a cette idée voilà, que tel mot, voilà, il exprime telle saveur, et donc on doit garder ce mot, et que c'est le bon mot parfois. Oui, en fait, je me demande aussi là, dans cette question, la distance entre les langues qui sont traduites. Donc j'imagine, enfin, en tout cas, bon, là, pour parler des mots bretons utilisés en français, enfin, beaucoup sont complètement inadaptables, quoi, parce que les systèmes sont beaucoup trop éloignés. Et entre le français et l'allemand, c'est pareil, mais par contre, peut-être qu'entre les langues romanes ou entre enfin, certains régionalismes belges qui sont empruntés ou qui sont proches de certains mots néerlandais, il y a moins de problèmes. Et c'est vrai qu'il y a toujours, enfin, c'est quelque chose qui doit être difficile à évaluer, c'est la distance entre les systèmes linguistiques qu'on traduit et la question, enfin, en fonction également de l'origine de ces régionalismes. Voilà, est-ce qu'ils sont traduisibles, et est-ce que finalement la question de les laisser comme ça, comme nana, c'est-à-dire tels qu'ils étaient dans la langue, et puis en mettant une note de bas de page, j'imagine, c'est pas la meilleure solution, mais voilà, il y a plein de mots bretons que je n'imagine pas traductibles en français. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont le statut de régionalisme ou le statut, disons, enfin, qu'ils ont été empruntés par le français, parce qu'ils désignaient des réalités où il n'y avait pas de mots en français, quoi. Michel ? Juste encore un mot à propos de cette mesure de l'étrangeté, enfin de cette gestion de l'étrangeté. Toute notre discussion ici, de manière relativement implicite, porte sur des mots, mais ce sont des mots du lexique. Il y a alors tout le domaine quand même de la morphologie et de la syntaxe. Alors, nous savons très bien que la syntaxe est partagée, par exemple, par l'ensemble des variétés de français pour beaucoup d'aspects.
mais il y a quand même des choix là aussi qui se passent. Et précisément, ce sont ceux qui me paraissent les plus compliqués à gérer par des traducteurs ou des traductrices, par exemple. C'est comment fait-on pour restituer dans un texte une syntaxe qui est celle habituelle à des Wallons, à des Suisses romans, etc. Et qui fait que lorsque je lis un texte rédigé par quelqu'un du Québec, par exemple, je vois que c'est du français. Je suis sans doute surpris par un mot ou l'autre, enfin très peu, mais je n'aurais probablement pas pris la même expression du point de vue syntaxique et même parfois d'un point de vue morphologique. Donc là aussi, il y a de l'étrangeté qui est extrêmement difficile à saisir d'ailleurs, mais que l'on perçoit immédiatement à la lecture. Oui, et qu'on a peut-être aussi le sentiment que quand on touche à la syntaxe, c'est plus complexe aussi d'un point de vue littéraire, hein, quand on dit on bouleverse la syntaxe, et qu'il y a aussi cette notion peut-être de faute plus grande qui apparaîtrait parce qu'une syntaxe différente de celle auquel on est habitué, ben, on a tendance à la rejeter en fait. Oui, ça Oui, là, pose après carrément le problème de la compréhension. Parce que si vous avez, par exemple, en allemand, une syntaxe qui ne correspond pas à celle qu'on a l'habitude, il se peut qu'on se dise, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il y a quand même une petite ligne directive qu'on peut s'imaginer, c'est-à-dire que si le texte de départ, disons le français, la syntaxe correspond à la norme. Moi, dans ma traduction allemande, je vais maintenir une syntaxe qui correspond à la norme tout en essayant de garder la prosodie, de garder le rythme de la phrase. Mais si la syntaxe, déjà du point du texte de départ, enfreint la norme, je vais essayer de faire un truc qui fait ça également. Là, je commence à faire un peu du mimétisme tout en regardant, mais est-ce que, par exemple, ce français qui ne correspond pas à la norme, est-ce qu'on le lit quand même bien? Est-ce qu'on suit très bien? Alors, si on suit très bien, il ne faut pas qu'en allemand, que ce soit après quelque chose de tordu, de grincheux, etc. Il faut que quelque chose redevienne en quelque sorte presque naturel. On sent, mais c'est un petit peu différent, mais ça va quand même. Et ça, j'ai eu à plusieurs reprises à travailler sur ce genre de choses, chez Marius Daniel Popescu en particulier. Je trouve ça très intéressant. Et après, il y a aussi une chose pour les traductrices et les traducteurs. Vous avez le lector, la maison d'édition, et si vous êtes quelqu'un qui fait des phrases de temps en temps qui sortent de la norme, vous allez vous faire reprendre, peut-être, et vous allez devoir défendre votre point de vue parce qu'on pense tout de suite que c'est une erreur de la traductrice ou du traducteur. Oui, la question de la norme est toujours très, très forte par rapport à cette variété des Français. Alors, je vois que le temps avance. J'avais une question, Michel, tu avais déjà abordé l'idée qu'en effet, on voyait toujours les régionalismes comme des archaïsmes et qu'en fait, il y avait une néologie, il y avait une créativité. Hein, les langues régionales ne sont pas en hibernation. Et je voulais voir si vous avez déjà pu on voit que la littérature commence maintenant à intégrer la crise Covid. Je viens de lire le dernier Éric Fotorino où ben voilà, il y a les gens qui sont masqués, on parle de confinement. Et est-ce qu'il y a des nouveaux mots j'imagine, hein, suivant les terroirs qui sont déjà apparus, que vous avez déjà pu entendre pour parler de ce que nous vivons finalement depuis un an, c'est-à-dire des appropriations de cette crise Covid, du virus au masque. Mathieu ? Pardon, j'attendais que Michel réagisse parce que oui. je lis avec délectation toutes ces chroniques et j'attends. Enfin, il y avait eu toute une série justement sur les nouveaux mots du Covid. Bon, moi, ce qui m'avait le plus intéressé dans cette crise du Covid et qui est aussi intéressante du point de vue de la traduction,
Et puis, et là, vous pourrez confirmer, en suisse allemand, j'ai vu qu'il y avait les mêmes débats sur le genre de Covid. Est-ce que c'est du masculin ou du féminin? Et on voit qu'il y a une espèce de variation dans l'usage qui est vraiment, vraiment en train de s'installer. Et c'est très, très fort. Et ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe par rapport aux pressions venues de différents instituts. Et on voit que souvent, les décisions sont prises en fonction d'un journal, en fonction d'un canton en Suisse romande. Et il y a encore peu d'accords. Alors bon, la variation fait partie de la langue, mais c'est assez incroyable ce qui se passe autour du débat la Covid. Et là, l'autre jour, j'écoutais une émission où il y avait Bernard Cerchilini qui parlait de la nouvelle édition du Larousse. Et spoiler, il disait que la Covid venait comme le genre avant le masculin dans le Larousse, quoi. Alors, je ne sais pas ce que va choisir le Robert, mais ouais, c'est un des phénomènes qui m'a le plus marqué. Donc là, plus un phénomène de morphosyntaxe ou de morphologie sur le genre de Covid. Hein. Vous savez qu'au Canada, il est féminin et ça pose, la question se pose. Est-ce qu'on repart de la base anglaise qui est corona, disease, et est-ce qu'on traduit disease, maladie, et donc on devrait dire la Covid, ou est-ce qu'on considère que on passe outre, si on veut, ce noyau de l'acronyme? Michel? Oui, donc, alors en Belgique, pour le moment en tout cas, ça a été tranché en faveur du masculin. Ce n'est pas parce que le masculin l'emporte toujours sur le féminin, rassurez-vous. Si je peux donner un exemple de création qui est liée effectivement à la Belgique, c'est la fameuse notion de bulle sociale. Donc c'est une notion qui évoque le nombre de personnes avec lesquelles nous sommes autorisés à nous trouver en relation étroite, des relations de contact. Nos amis flamands parlent d'ailleurs de contact câlin, ce qui est une très très belle chose. Donc tout simplement, cette bulle, à nouveau, c'est vraiment créé depuis quelques mois à peine. On ne le retrouve pas dans d'autres pays francophones proches parce que la pratique n'est pas là. Mais effectivement, imaginons que nous devrions apprendre à vivre avec des pandémies comme celle-ci, sans doute qu'effectivement ce mot-là sédimenterait dans cet emploi sémantique, puisque ce n'est pas un mot nouveau, bien sûr. L'emploi sémantique de bulle sociale serait certainement un belgicisme. Oui, Ila, vous avez quelque chose par rapport au fait que les mots du Covid vont pénétrer dans la littérature et donc vont aussi devoir être traduits. Alors, adaptés, je ne sais pas, puisque la pandémie est mondiale maintenant, mais en effet, on voit que les décisions politiques, les questions de resémantisation de mots existants, bon, comme moi je dis toujours, hein, quand je ne me mouche pas du coude aujourd'hui, il est clair qu'il y a un défigement de cette expression, puisqu'on nous enjoint par précaution à nous moucher effectivement dans le coude. Moi, je pense, je n'ai pas encore rencontré ça vraiment maintenant dans mon travail concret, mais je pense aussi que peut-être dans l'allemand, il y aura beaucoup d'anglicismes qui vont s'installer parce que la tendance est déjà fortement là. Alors, on verra. Ah oui, en italien, par exemple, ils avaient voté pour c'est Lockdown qui était sorti. Puis, en français, nous, on a eu de la chance, disons. On a beaucoup fait avec la langue française et on a créé à partir de la langue française et on a très peu emprunté à l'anglais, à part pour cluster. Mais autrement, si on se compare avec d'autres langues, notamment, là, je pensais à l'italien, effectivement, eux, ils parlent de lockdown et pas de confinamento. Et il y a énormément d'emprunts à l'anglais qui a été réalisé. On a eu de la chance. En tout cas en Suisse allemande, que je vois régulièrement, il y a énormément d'emprunts déjà. Je trouve qu'en tout cas, une pandémie comme celle-ci, c'est un bon test pour la capacité des communautés linguistiques, à dire le monde d'une manière différente et à rendre ce message sur le monde accessible à un maximum de personnes de la communauté. Alors, c'est vraiment parce qu'on est parti des régionalismes et puis on arrive aux anglicismes. On a quand même tout un parcours transnational et sur les rapports entre les langues. Et donc, je vois que le temps qui nous était imparti est presque terminé. Donc, je vais vous demander peut-être à chacun de terminer sur un mot qu'il voudrait aujourd'hui mettre en avant. S'il est régional, c'est mieux puisque la table ronde est sur ces questions. Mais il peut être tout autre. Michel?
Allez, je vais commencer. Je vais donc mettre, c'est facile, carabistouille sur la table, en espérant donc que nous n'en avons pas trop dit aujourd'hui, d'une certaine manière, et en rappelant que ce mot qui aujourd'hui connaît une fortune de plus en plus intéressante et grandissante en France, vient du Nord et du Nord de Belgique en particulier. Donc les royalties, il faudra un petit peu songer à nous pour la prochaine occasion. Carabistouille. Oui, Mathieu? Moi, c'est le mot cook que j'aime beaucoup parce que en Belgique, en fait, on l'emploie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça fait un peu contrebalancement à chaque fois qu'on me demande en France, pain au chocolat ou chocolatine. Je leur dis non, mais attendez, il y a encore d'autres termes qui sont en circulation, notamment le terme cook au chocolat qu'on rencontre beaucoup à Bruxelles et le cook tout court, cook suisse, etc. Et c'est un mot que j'aime beaucoup malgré le fait qu'il s'agisse d'un emprunt en néerlandais, mais il est très bien adapté dans le français de Belgique. Je comprends pourquoi sur ton blog, ça commence par tartiflette, les pâtisseries du carnaval, le côté bon vivant. Et il a, oui? Moi, j'ai de la peine à trouver un mot. J'adore une citation que j'ai trouvée une fois chez Esther Kinski. Als Fremdsprecher ist stets über Klüfte und Abgründe unterwegs. Zwischen zwei Sprachen, zwei Welten aus Bildern und Klängen, zwischen Rufen und Horchen, Horchen und Schreiben, wissendem Können und wissensabseitiger Kunst. Moi, je trouve que c'est magnifique pour décrire le processus de la traduction littéraire. Merci beaucoup. Christine, je crois que nous avons tenu les temps. J'ai vu qu'il y avait des discussions passionnantes entre les auditeurs et les auditrices. Et donc, je remercie encore Ila, Mathieu et Michel pour leurs échanges très, très nourris. Et merci, Christine, de m'avoir permis d'assister et de faire la médiation de cette rencontre. Merci à toi, Laurence. C'était passionnant, littéralement passionnant. Il y avait une petite remarque qui est passée dans le chat et que je voudrais juste soumettre à Ila. Et pourquoi pas un glossaire en fin de livre? Ah oui, ça c'est possible aussi. Mais on évite peut-être le plus possible de recourir à ce moyen-là, parce que si c'est un livre qui est un roman, les gens, ils apprécient pas trop. Mais on l'a fait à plusieurs reprises. Si. Et je voudrais juste faire une petite remarque. Je pense que c'est Mathieu qui a parlé des notes en bas de page. Alors, ce sera une occasion pour moi de parler 30 secondes de mon maître en traduction, qui est le grand traducteur Albert Bensoussan, traducteur de l'espagnol. Et qui, lorsqu'il nous formait à la traduction, nous disait toujours « Attention, attention, la note en bas de page, c'est la honte du traducteur. » Voilà, alors on terminera sur cette petite réflexion qui me fait bien plaisir, parce que comme ça, je pense à mon maître. En même temps, je voulais tous vous remercier. Grâce à vous, on a pu vraiment faire le tour de la question des inventions géographiques. Le blog de Traductive dont je vous ai donné les coordonnées en début de réunion. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.